Madame, Monsieur, Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV à la une de l'actualité de ce mardi. Une partie de la jeunesse en danger, c'est ce qui ressort du rapport d'observation de la Chambre territoriale des comptes. Entre violence, addiction, souffrance, décrochage scolaire et chômage, les risques sont nombreux. Nous allons approfondir les recommandations du rapport et les politiques publiques en faveur de la jeunesse avec notre invité, Nahima Temari, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Prévention contre la délinquance. C'est un soulagement pour le secteur économique et les particuliers. La panne du Aitonui 2 n'impactera pas les fêtes de fin d'année. En attendant la fin des travaux, le remorqueur de remplacement calédonien est attendu d'ici un mois. Direction ensuite les États-Unis, où les résultats de l'élection présidentielle commencent à tomber. Nous rejoindrons en direct de San Francisco notre envoyé spécial Ramzi Malouki pour connaître les premières tendances. Un mot de sport également avec la première édition de l'Equiden. Dans une vingtaine de jours, un marathon et un semi-marathon en relais vont être organisés à Pape-Été. Près de 900 coureurs devraient y participer et les fonds récoltés seront reversés à une association. À quand une vraie stratégie pour la jeunesse polynésienne? C'est la question soulevée par le rapport de la Chambre territoriale des comptes. Si le gouvernement s'apprête à soumettre un schéma directeur au vote de l'Assemblée, un réel cap se fait attendre depuis plusieurs années. Sophie Gebel, Veitchare Nauta. Le rapport de la Chambre territoriale des comptes sur la politique jeunesse de ces 6 dernières années est alarmant. Il concerne les 15-24 ans qui représentent 14% de la population. Parmi eux, une partie est en grande difficulté selon les magistrats financiers, décrochage scolaire ou encore chômage en augmentation. Entre 2022 et 2023, 200 jeunes chômeurs supplémentaires ont été constatés. Une jeunesse également en danger selon la CTC qui pointe la délinquance et les addictions. Un triste constat, résultat de plusieurs années sans cap réel pour la jeunesse. On a oublié de préciser qu'il y a de cela 12-13 ans, on a supprimé les PAP, qui permettaient quand même aux populations, en tout cas aux populations, comment dirais-je, fragiles, comme les adolescents, les préadolescents, de bénéficier des campagnes de prévention et de promotion de la santé. Ce qui nous laisse aujourd'hui avec, avec des générations entières qui n'ont pas reçu cet accompagnement et dont on paye aujourd'hui les frais. La jeunesse, finalement, elle concerne la totalité des portefeuilles ministériels. On l'a vu avec l'emploi, on l'a vu avec la santé aussi. La santé, on en parle puisque une grande partie du rapport de la CTC fait état de la santé mentale, mais aussi de la situation des jeunes face à la montée des trafics de drogue, la consommation de drogue, la dictologie. La Polynésie qui n'a à ce jour aucune structure de sevrage à offrir aux jeunes souffrant d'une addiction, fait remarquer la CTC. Elle recommande également que les élus de l'Assemblée soient mieux informés sur les subventions accordées aux associations de jeunesse. Elles représentent en moyenne 160 millions de francs par an. La CTC qui plaide enfin pour une adoption rapide du schéma directeur de la jeunesse, actuellement en cours d'élaboration par le pays. Il faudra féliciter le travail mené par le ministère actuel de concertation et puis d'écoute aussi, parce qu'il y a déjà eu des tentatives de rédaction de schéma directeur et malheureusement ces tentatives elles ont été avortées alors pour des raisons diverses et variées. Mais aujourd'hui on arrive au plein accomplissement, en tout cas du parcours administratif de ce schéma directeur et bien évidemment qu'il se révèle être un outil attendu par les professionnels et les engagés du secteur. Un schéma décennal qui devrait être voté début 2025. Reste à savoir si les recommandations de la CTC seront prises en compte. Et pour savoir comment le gouvernement compte appliquer les recommandations de ce rapport, on accueille Nahima Temari, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Prévention contre la délinquance. Bonsoir, Aterehao. Yorana Emma et Yorana à tous vos téléspectateurs. Dans son rapport, la CTC insiste sur la nécessité de faire voter à l'Assemblée avant la fin de l'année votre schéma directeur de la jeunesse. Je rappelle que pour le réaliser depuis fin 2023, vous avez enchaîné les tournées, les assises de la jeunesse et les missions dans les îles. Les travaux sont-ils terminés et le schéma pourrait-il passer à l'Assemblée avant la fin de l'année, selon vous? Alors en réalité, dans le rapport Emma, la Chambre demande l'approbation, en tout cas
le vote de ce schéma directeur par l'Assemblée en fin 2025. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a un an d'avance sur les souhaits de la Chambre, puisqu'il était prévu initialement que ce schéma soit proposé au vote à la fois du CESEC et de l'APF fin 2024. Le circuit administratif étant ce qu'il est aujourd'hui, ce sera pour le début de l'année 2025. Et parmi les recommandations, la CTC suggère, je cite, d'améliorer dès à présent le pilotage interministériel des politiques publiques en faveur de la jeunesse. C'est un retour qui émane également des acteurs du terrain, on l'a vu dans le reportage précédent. Faudra-t-il prévoir un délégué interministériel de la jeunesse, comme c'est le cas par exemple pour le climat ? Je pense que ça pourrait effectivement être une option. En tout cas, nous, on l'a envisagé. Le délégué interministériel, la différence qu'il a avec un ministre, c'est qu'il n'a pas des équipes derrière, des techniciens pour permettre la mise en œuvre. Moi, j'ai bon espoir qu'avec notre gouvernement, parce qu'il existe cette interministérialité, on arrive à aller jusqu'au bout de ce schéma directeur. Et donc, dans ce schéma directeur, les premières préconisations en termes de gouvernance, c'est la création de 3 organes de gouvernance. Le comité de pilotage qui va donc faire le suivi et notamment le suivi des indicateurs pour venir vérifier la performance des actions qui vont être déployées. Il y a également un 3e organe qui est le Conseil des jeunes qui a existé à une époque, qui a été mis en sommeil et qu'il va falloir réanimer. Donc, j'ai bon espoir sincèrement qu'on y arrive. À l'échelle interministérielle, j'ai pas d'inquiétude, pas de doute. Je pense que mes collègues du gouvernement et notre président Moutei Broderson me connaissent suffisamment maintenant pour savoir que je lâcherai pas et je sais que je peux compter sur eux. Là où il va falloir qu'on soit particulièrement bon, parce qu'en fait ça va au-delà de l'interministérialité pour moi, c'est de permettre en fait à l'ensemble des services et établissements du pays et de l'État de travailler ensemble, parce que de manière systématique, on travaille en silo, sauf que la jeunesse, comme le relève la Chambre, en fait, c'est hyper transversal. Et d'après le rapport, le grand nombre d'acteurs que vous venez tout juste de citer risque de compliquer la mise en œuvre des actions. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas certaine, parce que dans le partage des compétences, la jeunesse, c'est une pleine compétence de la Polynésie. Donc le cap, il va être donné par le gouvernement. Mais ce cap, il est co-construit avec les acteurs de terrain, les jeunes eux-mêmes, mais aussi les familles. Aujourd'hui, tout le monde est autour de la table et c'est une chance. Et je tiens à remercier la Chambre d'avoir ouvert en fait la première enquête de notre gouvernement sur la jeunesse, parce que enfin, on s'en préoccupe en matière de politique publique. Enfin, on le dit, on n'en fait pas assez, on ne le fait pas correctement, puisque je rappelle que ce rapport de la CTC est posé sur 3 années, un peu plus de 3 années, sur un mandat 2018-2023. Et aujourd'hui, la bonne surprise pour nous, c'est qu'au final, le cap qu'on a pris pour la jeunesse, avec la jeunesse, pour ce schéma directeur Forever Young 2035, va venir répondre aux interrogations de la CTC. Et la lutte contre les addictions étant de vos principaux défis, la sensibilisation ne suffit pas, on le sait. On attend toujours la création du pôle de santé mentale qui ne cesse d'être repoussé depuis 2019. Sur le territoire, il n'y a pas non plus de structure hospitalière dédiée au sevrage. Quand est-ce que le pays va passer à la vitesse supérieure sur ces sujets ? Alors, la vitesse supérieure, pour moi, ça va être la concrétisation de tout ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est saisi au niveau de la jeunesse. C'est un sujet que la jeunesse n'a jamais porté, qui a souvent été porté par la santé. Donc là, l'idée, c'est de venir travailler en partenariat étroit avec notre ministre de la Santé, Cédric Mercadal, sur le volet infrastructure. On le sait, le système actuel... Quand est-ce qu'on pourrait aller voir ces infrastructures ? Vous avez déjà des idées ou... En principe, fin 2024, début 2025, on a le pôle de santé mentale qui sort. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de modification, sauf si derrière, il y a effectivement tout un lot de contentieux qui est mis en place, parce que c'est aussi le quotidien de l'administration. Là où je veux en venir, c'est qu'on a une initiative du privé qui a été menée par le collectif de Tereignui Amblin, et je les remercie sincèrement, parce que la vie civile va bien plus vite que l'administration. Et derrière, il va falloir qu'on récupère tout ça. Et donc, il y a le plan, le Diag Ice qui va sortir en ce qui concerne la méthamphétamine, mais on a d'autres initiatives qui viennent encore une fois de la vie civile. On a des groupes de parole avec un programme d'AVRIPIE qui s'appelle ONIHI, qui va permettre de créer des groupes de parole, d'accompagner les familles en attendant que les infrastructures soient disponibles. Et c'est tout l'enjeu finalement d'un gouvernement et d'un ministre, c'est qu'on a les objectifs à long terme, et notamment les infrastructures, parce que ce sont des dossiers qui prennent du temps.
Et on va avoir les mesures transitoires qui vont permettre en fait d'accompagner jusqu'à temps que les infras puissent être disponibles. Il y a un autre défi de taille auquel vous êtes confronté, c'est le manque de centralisation et d'harmonisation dans le suivi des données concernant les jeunes. Pour y remédier, vous prévoyez de créer un observatoire de la jeunesse et de l'éducation populaire. En quoi ça devrait consister exactement ? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Le rapport qu'on évalue aujourd'hui, duquel on parle, il a été quand même lancé au mois de septembre l'année dernière avec une prévision de finalisation au mois de février. Résultat des courses, on est en novembre pour la simple et bonne raison qu'il a été impossible aux équipes de la CTC de collecter suffisamment de données. Donc cet observatoire, son objectif, c'est de venir collecter, coordonner la data, suivre la mise en œuvre et les résultats de ce schéma directeur. Mais j'ai aussi entendu les inquiétudes des politiciens qui siègent à l'Assemblée de la Polynésie française et qui ont bien plus d'expérience que nous, qui nous disent ouais, il y a des observatoires. Donc l'observatoire va être créé, il va être doté de moyens humains et financiers, parce qu'en fait, quand bien même le rapport de la CTC est accablant, de 2018 à 2023, j'ai personnellement le sentiment que ça fait bien 10-15 ans que nous n'avons rien fait de concret pour permettre à notre jeunesse de s'émanciper et de trouver sa place dans la société d'aujourd'hui. Ce sont donc sur ces mots que s'achève cette interview. Maruru et moi, juste, je profite de ma présence sur le plateau parce que je n'ai pas eu le temps de faire pour féliciter l'ensemble des athlètes, hommes, femmes, jeunes, paras, pour la 31e édition de Hawaii Nui Va'a. L'événement s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Évidemment, j'associe à ces remerciements et à ces félicitations le comité organisateur local, l'ensemble des tavernas, des communes, mais aussi et surtout, parce qu'on les oublie souvent, les clubs et les coachs. Maruru à toutes les familles pour cette mobilisation. Vous étiez près de plus de 1000 athlètes à prendre le départ au Rarumatei et longue vie au Va'a, longue vie à Hawaii Nui. Merci beaucoup Nahima pour ce dernier message et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Maruru, à bientôt. Et on poursuit avec cette bonne nouvelle. Pas de blocage au port de Papeete. La piste du remorqueur calédonien a été confirmée en attendant la réparation du Aito Nui 2. Le navire et l'équipage calédonien devraient arriver d'ici un mois. Une continuité qui a un coût, 200 millions de francs pour 6 mois. On fait le point avec Laure Philibert et Heimanu Manuthei. 1 mois et demi après l'avarie du Aito Nui 2, les autorités portuaires et le pays sont parvenus à trouver un navire de remplacement. Immobilisé après avoir heurté une patate de corail au large de Hitia le 30 septembre dernier, le remorqueur du port restera à quai pendant encore plusieurs mois. Le Aito Nui 2 va monter sur cale vendredi pour une période d'1 mois à peu près, où on fera toutes les investigations nécessaires pour voir quelle est l'ampleur des dégâts. Et puis au terme de ce diagnostic, l'entreprise qui a construit le bateau fera un devis pour les réparations. Alors les réparations seront faites à Papeete par des entreprises de Papeete. Une double enquête est menée pour comprendre l'origine de l'incident. Il y a 2 enquêtes qui sont en cours, une par le port et une par l'État pour mieux comprendre les circonstances de l'accident, en tirer des leçons et également tirer les sanctions nécessaires s'il faut appliquer des sanctions. Un remorqueur calédonien prêté par une société privée pour 6 mois va permettre d'accueillir les 16 navires attendus au Fénois au cours des prochaines semaines. Coût de la location, 200 millions de francs, transport et équipage compris. C'est un remorqueur d'une trentaine de mètres de long qui a 54 tonnes de poussée, donc l'équivalent pratiquement du Aito Nui 2 qui lui fait 60 tonnes. Donc c'est 2 remorqueurs équivalents. C'est un remorqueur d'haute mer qui a l'habitude de faire des remorquages entre la Calédonie et puis les Tonga. Donc des équipages qui sont rodés à ce genre de mouvement. D'ici au 10 décembre, toutes les opérations de remorquage seront effectuées par le remorqueur portuaire qui reste en activité et également par les pousseurs portuaires qui appartiennent à la Marine nationale. Pour les marchandises qui ont été entreposées en Nouvelle-Zélande, le temps justement de trouver cette solution, ces marchandises seront finalement rapatriées au port de Papeete à travers un navire qui a été affrété par la compagnie CMA-CGM spécifiquement pour cela. Le remorqueur calédonien est attendu pour le 10 décembre prochain au Fénois. Quant aux enquêtes, il va falloir patienter plusieurs mois pour en connaître les conclusions.
Et on part aux États-Unis où les résultats de l'élection présidentielle qui oppose Kamala Harris et Donald Trump commencent à tomber au compte-gouttes. Pour l'instant, les résultats provisoires sont de 192 grands électeurs pour les démocrates contre 230 pour les républicains. Depuis un peu plus d'une demi-heure, les bureaux de vote ont fermé sur la côte ouest. On rejoint en direct de San Francisco en Californie Ramzi Malouki. On devrait s'attendre à une victoire des démocrates, mais elle n'est pas au goût de tous, Ramzi. Absolument, oui. Ce qu'on appelle le mur bleu ici sur la côte ouest a encore frappé. La Californie donc a offert 54 grands électeurs à Kamala Harris. Je me trouve en ce moment devant le QG justement du Parti démocrate ici. Alors pourquoi est-ce que Kamala Harris ne bénéficie pas d'un capital sympathie ici en Californie? C'est parce que, et beaucoup de gens nous l'ont rappelé, il y a ce passé de procureur, puis de procureur général de cet État ici, la Californie, où elle avait une démarche plutôt radicale, elle avait été extrêmement ferme au niveau des crimes, des détentions, elle avait été à l'origine aussi de cette insécurité qui règne ici dans la ville de San Francisco. Il faut savoir aussi que même si les démocrates ici sont gagnants, qu'ils ont offert donc encore une fois ces 54 grands électeurs à Kamala Harris, tout comme l'État de l'Oregon et l'État de Washington, encore une fois ce mur bleu. Il faut savoir que les regards ici restent braqués sur les États voisins comme l'Arizona et le Nevada qui font partie de ces États clés, ce qu'on appelle en anglais les swing states. Et ces États sont en train, à l'heure où je vous parle, et encore une fois les résultats arrivent au compte-gouttes, sont en train de basculer légèrement vers le camp républicain. On l'a vu aussi à l'Est, Trump est en train d'avoir plusieurs États, ces États clés, encore une fois, comme acquis. Mais encore une fois, même si je dis que rien n'est joué, eh bien, encore une fois, il faudra attendre, je pense, quelques heures avant d'avoir une projection qui soit nette vis-à-vis de cette élection présidentielle, Emma. Vous l'avez dit, Ramzi, rien n'est encore joué. Vous pensez qu'on aura un résultat final cette nuit, puisqu'on a déjà plusieurs projections sur les États de la côte Est? Alors, je me risque à dire, et je le vois, c'est une observation, encore une fois, regardez derrière moi, c'est le quartier général du Parti démocrate. Normalement, il devrait y avoir une soirée jusqu'à 22h, minuit même, heure locale ici à San Francisco. Vous le voyez, c'est vide, il y a quasiment personne. Et les gens qui sont arrivés, je l'ai vu, les visages fermés, eh ben, ça prouve que quelque chose est en train de se passer, ça prouve que quelque part, on s'attend éventuellement à une victoire du camp républicain et donc de Donald Trump. Donald Trump qui en ce moment est en Floride, à Mar-a-Lago. Et d'après les informations dont je dispose, d'après mes confrères qui sont sur la côte Est, je pense que cette nuit, Donald Trump devrait s'adresser aux Américains et déjà annoncer sa victoire, même si, vous le savez, on a encore plusieurs jours avant d'avoir des résultats définitifs. Les dépouillements ne se font pas de la même façon d'un État à l'autre. Il y a les tabulations qui sont un peu plus, je dirais, strictes, par exemple dans un État comme la Géorgie, où Donald Trump est gagnant, la Pennsylvanie, autre État clé, mais encore une fois, et c'est une observation, quand je vois en fait les grimaces des gens, quand je vois aussi l'absence de chaînes de télévision, alors que normalement il devrait y avoir un parterre de journalistes ici, eh bien tout le monde en fait a quitté ce QG du Parti démocrate pour se diriger de l'autre côté de la ville, là où les républicains ont organisé leur soirée et où ils devraient, encore une fois, je me risque à dire, à annoncer une victoire cette nuit, ici aux États-Unis. Eh bien, merci Ramzi, qui était donc en direct de San Francisco. Nous reviendrons sur les résultats de cette élection dans notre édition de demain. Retour au Fénois avec cette première. La Fédération d'athlétisme de Polynésie française organise un équidène à Papeete. Cette course relais venue tout droit du Japon se tiendra le 24 novembre. Les coureurs auront le choix entre un marathon et un semi-marathon. En plus de ces quelques surprises, l'événement comporte un volet caritatif. Esther Cuneo et Hireau Teariki nous en disent plus. 5, 10, 5, 10, 5 et 7 km 2 pour atteindre la distance totale du marathon, 42 km. 6 distances pour 6 personnes par équipe.
Voilà le concept de l'Ekiden, une course en relais que la Fédération d'athlétisme du Fénois se réjouit de pouvoir proposer aux Polynésiens. Moi j'ai fait plusieurs fois l'Ekiden Paris et que je trouvais que c'était très sympa comme course parce qu'il y a l'esprit d'équipe, il y a l'esprit de partage, alors que la course à pied, c'est plutôt quelque chose qu'on fait en solo. Hein. On cherche le chrono, on cherche la performance. Là, il y aura forcément des équipes qui vont chercher le chrono et la performance, mais il y a surtout l'esprit d'équipe et le partage. Et donc, quand on en a parlé avec la présidente de la fédération, qui est Cécile Gilroy, elle m'avait indiqué que ça faisait plusieurs années qu'elle souhaitait le monter. Et donc, voilà. L'événement prévoit aussi un format plus court. La Polynésienne des eaux Alf Ekiden se court sur la distance d'un semi-marathon, en relais de 3 équipiers. Des distances à la portée de tous et une bonne occasion de créer de la cohésion. Avec une centaine d'équipes par course, près de 900 coureurs sont attendus sur le front de mer. Ça sera très animé. Alors le départ est au stade Willy Bambridge, hein, donc toutes les équipes seront rassemblées là-bas, donc il va y avoir beaucoup d'animation sur le stade. Et puis sur le front de mer, oui évidemment, puisque on va être sur ce parcours-là. Donc ça fait environ 900 personnes qui devraient être présents en tant que coureurs, plus tous les spectateurs. Donc on devrait tourner aux alentours des 1000-1200 personnes. Mais ce tout premier Ekiden comporte surtout un volet caritatif. Près de 80% des fonds seront reversés à l'association Whare Heimanava Papanui, en soutien aux personnes concernées par la trisomie 21. Que c'est pour faire un don à cette association, et aussi on va demander à la population, aux concurrents, quoi, hein, aux athlètes qui vont arriver, si chez eux ils ont des maillots qui traînent depuis des années, ils ne veulent plus les mettre, parce qu'on va préparer aussi un grand sac pour les récupérer, et puis on va donner à l'association Veille été de Père Christophe. Aujourd'hui, l'Ekiden affiche déjà complet. Seule une quarantaine de places restent à prendre du côté du Alf Ekiden. Et on termine ce journal en s'intéressant à la musique. Comment façonne-t-elle l'identité dans le Pacifique? C'est l'objet d'un séminaire de recherche qui aura lieu vendredi à l'UPF. Au rang des enseignants-chercheurs présents, le directeur de l'Institut de musique hawaïenne de Maui. Selon lui, la musique jouerait un rôle dans le pouvoir, l'identité et la culture de nos deux peuples. Léa Gondon, Rarhau Maashiong. Ce matin, ces élèves en licence d'anglais ont eu la chance de suivre un cours dispensé par un enseignant-chercheur venu tout droit d'Hawaï. Objectif de sa présence au Fénois, réfléchir aux éléments identitaires communs à l'instar de la musique pour casser les barrières entre les peuples. C'est très intéressant et très excitant pour moi de faire ces connexions. J'aimerais pouvoir revenir plus tard et continuer à travailler sur le Rio Tahiti. Mais je pense que c'est génial de faire ça parce qu'on peut commencer à faire tomber certaines barrières de la langue. En Polynésie comme à Hawaï, la musique est un élément central de la société. Outil de transmission de la langue, c'est aussi, selon le chercheur, un moyen de s'opposer au pouvoir public ou encore de fédérer les peuples. À Tahiti et Hawaï, a priori, on ne peut pas se comprendre tout simplement car un peuple parle français et l'autre anglais. Donc en augmentant notre capacité à communiquer à travers les langues indigènes, je pense qu'il y a une meilleure possibilité de coopérer, de s'entraider, d'entendre les problèmes des autres et de voir comment nous pouvons créer un meilleur endroit pour tout le monde. Historique, juridique ou psychanalytique, l'art musical sera appréhendé sous divers angles à ce séminaire. De quoi toucher un public plus large, selon Florent Athème. La réflexion qui touche aux questions identitaires, qui s'effectue dans le cadre de cet événement à partir des notions de musique, pouvoir et identité, ce sont des réflexions que n'importe qui peut mener à titre personnel aussi dans le cadre d'un parcours, quel qu'il soit, notamment un parcours de vie. Une première conférence sur ce thème se tiendra jeudi soir à partir de 17h30 à l'auditorium du pôle recherche campus de l'université. Et avant de clore ce journal, de nouveaux résultats pour les élections de la présidentielle des États-Unis viennent tout juste de tomber. 205 grands électeurs pour Kamala Harris contre 230 pour Donald Trump. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Dans quelques minutes, retrouvez Ramzi Malouki dans Ciné Noui. Ensuite, à 19h20, voyez un nouvel épisode de Koh-Lanta. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.